C'est bon, on peut y aller? Bon, ben, bonjour à tous. Donc, je me présente, Robin Landy, avec Franck Testori. Donc, de la société Sanson, on va vous présenter du coup notre sujet aujourd'hui, donc le Machine Learning as a Service, et vous présenter pourquoi on pense que c'est la solution pour optimiser vos procédés et mener le changement culturel en entreprise. Donc, pour vous expliquer un peu de contexte par rapport à la société, donc on est surtout orienté process et depuis plusieurs années, on a cherché à s'orienter vers le monde du digital et se poser la question de comment traiter nos données. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour témoigner notre expérience dans l'industrie et à la fois aussi donc, vous présenter le témoignage d'un de nos clients qui a mis en place de cette solution de machine learning. Donc la digitalisation, c'est vraiment perçu dans le monde de l'industrie à partir des retours qu'on a eus, un peu comme une montagne à surmonter. On a plusieurs termes qui commencent à apparaître. La transition, elle est inévitable entre les termes de machine learning, l'IoT, le cloud ou autre. Donc il y a aussi des nouvelles technologies aussi qui font leur apparition. Donc rien qu'aujourd'hui, on arrive à voir avec tous les stands qui sont présents que les technologies se développent sur ce front. Par contre, dans le domaine de l'industrie, on peut se poser la question de pourquoi ces solutions ne sont pas déployées de partout. On voit que ce changement est inévitable. Pourquoi est-ce qu'il y a un blocage? Donc naturellement, on s'est un peu remis en question. On a voulu prendre la problématique partout, de regarder partout. Et on a commencé par le sujet du technique. On s'est dit, est-ce que techniquement il y a un blocage? La mise en place chez nos clients, on a des données, on commence à mettre en place des solutions. Est-ce qu'il y a un blocage? Franck, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors effectivement, tout commence par la donnée. Alors avant, un tout petit peu d'histoire, un petit peu. Historiquement, les appareils ont été d'abord pneumatiques, les équipements, puis remplacés par des équipements analogiques, 4-20 mA, que certains connaissent peut-être sur vos sites encore, puisqu'ils sont encore en vigueur. Et on s'est dit, à partir du moment où on est passé sur des équipements numériques, programmables, configurables, pourquoi ne pas enregistrer de la donnée et donc prendre les différentes informations de l'équipement et de les stocker, de les enregistrer pendant que l'installation fonctionne. Donc ça, c'est très important. Et après, on s'est dit, ces données cumulées, on peut les remonter très facilement avec des moyens de communication qu'on connaît tous dans l'industrie des procédés, le HART, le Profibus, Fidus Foundation, Modbus, etc. Et là, petite parenthèse, mais ces données-là, vous, je ne sais pas, vous avez probablement tous une voiture, et quand vous remontez les données de votre voiture, par exemple le nombre de kilométrages, l'heure de fonctionnement, depuis combien de temps elle roule, ça vous sert à vous faire l'entretien de votre voiture, vous savez quand la faire. Or là, toutes ces données, on en remonte bien sûr 10 fois plus sur ces équipements, et on s'aperçoit que les gens ne s'en servent pas forcément pour prévoir l'entretien et pour faire de la maintenance préventive ou prédictive. Pas du tout. On a à peu près deux approches qui sont purement curatives. Premièrement, on subit la panne de l'équipement, c'est-à-dire qu'il tombe en panne, et là on joue les pompiers de service, c'est-à-dire qu'il faut intervenir vite pour faire repartir l'installation. Arrêter une installation, c'est déjà compliqué, mais la faire repartir, ça l'est encore plus. Et deuxièmement, on fait des arrêts annuels qui durent des fois une semaine, on tombe tous les équipements, on vide son stock de pièces de rechange et on remplace tout, même quand ce n'est pas utile. Donc en fait, on s'est dit quels sont les blocages. Et les blocages sont peut-être d'exploiter les données, justement. C'est peut-être ça la difficulté. On a beaucoup de données, mais comment en tirer parti? Quels avantages on peut en tirer? Alors nous, en tant que fabricants, on s'est posé la question et on s'est dit, ces données, on va les passer à la moulinette, si j'ose dire, en fait, dans un analyseur, dans un outil d'analyse, qui va nous permettre, à partir de ces données que les gens sur le terrain ne peuvent pas forcément comprendre, de générer des rapports où l'utilisateur va pouvoir se retrouver et donc définir mon équipement. Nous, on est fabricant de vannes, donc on se connaît bien dans le domaine de la vanne. Il faut maintenir tel ou tel équipement. Celui-là va très bien. Donc tout ça, on le récupère pendant que l'installation fonctionne. On n'arrête jamais son installation. C'est très important à retenir parce que c'est ça l'objectif final, c'est de jamais arrêter l'installation.
Et donc, du coup, on va pouvoir cibler exactement les équipements à maintenir. C'est ça l'intérêt de l'outil. Seulement, voilà, cet outil-là, on remonte que les infos de l'équipement du fabricant. Donc, on est limité aux équipements du fabricant. C'est sa limite. Donc, on s'est dit, on va essayer d'aller encore plus loin. Exactement, donc on a voulu aller plus loin dans la démarche. Comme vous avez dit Franck, on est fabricant de vannes, mais on travaille donc depuis 114 ans dans l'industrie des procédés. Et on a voulu aller plus loin que la vanne du fabricant, mais pourquoi pas se focaliser sur les données process qui sont autour de la vanne. Et c'est là où on voit la première apparition du coup du machine learning dans nos solutions. Et si on prenait les données process de la vanne, on pourrait quand même regarder les différents facteurs qui fonctionnent autour de la vanne pour aller plus loin et faire de l'analyse prédictive par rapport au fonctionnement pour prévenir en cas de panne. Là, on a l'exemple de la cavitation qui est quand même un cas assez critique sur les vannes. On peut prévenir, on peut essayer de prévenir donc un équipementier de ces problèmes-là, une usine de ces problèmes-là. On a choisi de faire de se baser sur du machine learning non supervisé. Donc ce choix-là, on pourra en discuter longuement par la suite. C'est pas le but de cette présentation. Voilà, ce choix-là a été fait pour essayer de protéger les équipements, donc notamment les vannes. C'est le cas pour d'autres de nos confrères qui aussi font de l'analyse prédictive sur des équipements, qui se centrent sur les équipements. Ça, c'est bien, ça va un peu plus loin par rapport à la boîte noire que vous a présenté Franck, mais on reste limité aux vannes, on reste concentré sur un équipement. Donc il faut aller encore plus loin. Et donc là, on a une solution, on a développé une solution qui permet de se concentrer sur l'ensemble de l'installation sur toute une usine, en partant de cette même base de données, donc les données process ou l'arborescence. Mais on va généraliser à toute une usine. Comment ? Via ce qu'on a défini, donc ça c'est une solution propre à Samson, qui est l'arbre de causalité, qui permet d'établir un contexte à ces différentes données et de réaliser de l'analyse prédictive sur des événements qui sont inédits. Donc dans une usine, il peut y avoir des problèmes qui apparaissent un peu partout, on ne sait pas trop comment. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir a priori sur les différents problèmes qui peuvent apparaître et de les détecter de cette manière-là. Donc là, on commence à rentrer dans un cas qui est beaucoup plus poussé, donc, et ce qui est fait dans d'autres entreprises aussi. Là, c'est quand même une spécificité Samson, mais on a quand même un manque d'adoption par rapport à ces solutions-là. Il y a quand même un blocage. Donc on arrive à quand même avoir une large gamme de produits, mais on ne peut pas passer le cap. Donc on peut se poser d'autres questions par rapport à ce sujet-là, et notamment la question de prix apparaît lorsqu'il s'agit de différentes solutions. Et donc du coup, est-ce qu'il y a un problème de prix à ce sujet-là ? Alors, le prix n'est pas un problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le client va pouvoir cibler des équipements pour sa maintenance prédictive. Autrement dit, ici, on a tous connu quelques vannes qui sont critiques sur une installation. Par exemple, j'ai des exemples concrets, mais des vannes qui alimentent toute une usine et dont la production de l'usine complète va dépendre. Donc cet équipement-là, on va le surveiller de très très près, évidemment. Ou des équipements vulnérables, c'est-à-dire des équipements soumis à des fluides dangereux qui vont détruire cet équipement peut-être en très peu de temps. Donc l'intérêt, c'est que le client va pouvoir cibler certains appareils, certains équipements, et donc se dire, j'ai besoin de surveiller tel ou tel équipement. Ça limite déjà le prix. Autre paramètre, s'il souhaite surveiller ses équipements tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois ou tous les ans, c'est à lui d'espacer ses rapports de diagnostic, par exemple, ou un abonnement, s'il est abonné à son outil d'analyse et qui veut ne pas rentrer plus que ça d'équipement ou espacer les tests, il peut le faire. Donc c'est le client lui-même qui va gérer le prix de son investissement pour ces appareils en fonction de ce que ça va engendrer sur l'usine complète. D'accord ? J'oubliais un détail par rapport à tout à l'heure, c'est que quand on génère des rapports sur des vannes, on le fait pendant que l'installation fonctionne pour aussi optimiser les arrêts. C'est ça l'intérêt.
Donc là aussi, on a un gros gain. Au lieu d'arrêter une installation pendant 5 jours pour faire de la maintenance, on peut l'arrêter que 3 ou 4 jours. Gagner 2 jours de production, c'est énorme. Donc, il y a également le retour sur investissement, je crois. Donc naturellement, oui, on peut se poser la question du retour sur investissement. C'est une question qui se pose lorsque on vend des équipements, mais aussi pour les solutions digitales. Donc là, on a pris l'exemple d'un cas pétrochimique sur une usine de pétrochimie qui a très gentiment en fait fait l'analyse de ce que ça lui coûtait de réparer, d'intervenir sur ces différents équipements, pas seulement en termes d'équipement, mais aussi l'arrêt de production ou autre. Et donc, bon, ça c'est un tableau pour vous montrer, mais en fait, ce qui est intéressant à regarder, c'est lorsqu'il a pris le cas favorable, c'est-à-dire que là où il réagit rapidement par rapport à une problématique, pareil, l'effet, comme on dit, d'éteindre le feu comme un pompier et de faire du curatif, donc le scénario favorable. Et lorsqu'on fait le cas défavorable, où là c'est de l'arrêt de production pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, on arrive quand même à des sommes très élevées. Donc ça, c'est sans solution d'IA. Donc le but, c'est de justement limiter ces pannes et de les anticiper via de l'analyse prédictive pour la solution qu'on vous a présentée. Bon, bien sûr, la réalité se situe entre ces deux chiffres. C'est purement du théorique par rapport à un client sur le terrain, mais le cas peut s'appliquer en fonction de vos installations. Donc bien sûr, sur la notion de prix et le retour sur investissement, dans le cadre de cette solution-là en particulier, on peut avoir du retour sur investissement inférieur à 1 an, voire inférieur à 6 mois en fonction des cas d'utilisation. Donc là, encore une fois, en termes de démarche pour lancer un projet de machine learning ou autre digital, on n'a pas ce blocage-là au niveau du prix. On arrive quand même à générer un retour sur investissement assez intéressant en levant ces différentes pannes et défaillances qui peuvent apparaître dans les usines. Et c'est ce que témoigne du coup un client Titan qui a mis en place la solution. Donc ça c'est le directeur de la société, donc un cimentier qui témoigne justement du retour sur investissement sur la mise en place de la solution dans son usine. Donc, the benefits that we have seen and measured in this same plant during the last 10 months, we saw that the avoided cost as we measure, it can reach in 10 months time around $900,000, and we calculate this to be annualized around 1 million, and you will see later in another graph. And also the avoided downtime in very important assets like the kiln or the finish mills that are grinding the final product to be around 500 hours. For us, it's very significant impact in our processes and in our operations, and has a very high ROI. Alors comme je vous ai dit, c'est purement en fonction de vos usines, comment vous déployez et à quelle échelle vous souhaitez déployer. Mais en tout cas, le message est là sur le retour sur investissement. Donc on a une solution, on a un panel de solutions qui sont techniques, qui arrivent à répondre à un large besoin en fonction des clients. On arrive à avoir des solutions qui ont un retour sur investissement rapide. Par contre, on fait toujours le même bilan, c'est qu'il n'y a toujours pas d'adoption. On a toujours un mal à franchir le cap et de mettre en place des solutions et de lancer. Et ça, c'est un message qui a été répandu. On a eu la conférence ce matin, j'ai pu assister à ça, où au final, on retombe sur le problématique clé, c'est l'humain. L'humain est vraiment au centre, au cœur de la réussite d'un projet digital en entreprise. Et c'est là où le modèle de as a service devient très intéressant pour un projet. Donc, c'est purement du changement culturel. On a besoin de changer, passer un cap. Et il faut passer par plusieurs étapes et plusieurs points ont été identifiés à ce sujet-là, donc notamment la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire. C'est intéressant d'avoir des gens qui viennent de différents métiers pour partager leur expérience et d'essayer d'avancer ensemble sur ces sujets. Il faut aussi donc de la motivation. Il faut un objectif précis et une cible pour essayer d'avancer et d'aller vers et donner du sens à un projet digital que vous souhaitez mettre en place dans vos entreprises. Et il faut aussi, bien sûr, un soutien hiérarchique. Il faut avoir une volonté de la direction d'aller vers ces projets-là pour ensuite mettre en place les différentes ressources nécessaires pour lancer un projet. Donc ces 3 points-là sont identifiés, mais on peut aller plus loin
Et donc c'est là où le as a service permet justement, les services permettent d'affronter ces différents points-là et d'aller plus loin. Et notamment sur le sujet des compétences, qui est un sujet assez complexe. Exactement. Donc les compétences, le but, ça va être d'externaliser les compétences, mais plus que ça. En fait, le but, ça va être d'accompagner, en tant que fabricant, en tant que fournisseur, d'accompagner le client. Créer un partenariat avec le client, c'est très important. Ne pas le laisser seul avec un outil qu'il aurait du mal à exploiter et pour lequel il aurait du mal à dire quel est le retour sur investissement. C'est à nous de créer ce partenariat. Donc par exemple, si on prend l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure sur des rapports, ce qu'on va pouvoir apporter au client, c'est de lui dire « Confiez-nous, faites-nous confiance, nous on connaît notre métier, on sait prioriser les vannes que vous allez avoir sur vos sites, par exemple s'il s'agit de vannes, à dépanner. Donc on va carrément lui mettre dans l'ordre les vannes qu'il doit prioriser lors de son arrêt, déjà, ou alors des vannes à maintenir s'il souhaite faire un arrêt dans 1 ou 2 mois. On a quelques clients qui souhaitent faire ça, en disant bah, « Dites-nous à l'avance quelles sont les vannes à prioriser ». Donc ça, on lui dit, premier point. Et on va également définir quelles sont les actions à mener précises et les pièces à remplacer sur ces équipements. Donc l'intérêt, ça va être une optimisation des pièces de rechange. Et ça, pour un client, c'est aussi une grosse aide parce que c'est un gros impact sur ses stocks, sur le coût de revient de ces équipements. On va même aller plus loin que ça. S'il faut résoudre un problème en disant le problème ne vient pas de l'équipement, mais vient d'ailleurs, on va pouvoir lui dire, tiens, la vanne, elle pompe parce que l'automate a un pilotage trop rapide, ou la vanne est surdimensionnée, l'équipement travaille à un mauvais régime. Donc tout ça, on va pouvoir lui dire pour qu'il corrige le tir. Donc le but, c'est que le client se sente en confiance avec nous, ou parfois nous confie les services complets de A à Z, jusqu'à l'offre de pièces de rechange, même jusqu'à le remplacement de l'équipement. Et tout ça pour but de décharger le client sur 3 points importants. Les compétences, il n'a plus à assumer ces compétences-là parce que souvent les clients manquent de ressources, c'est clair, en compétences aussi, on peut le comprendre. En temps, c'est-à-dire que le temps n'est plus passé par lui sur son site, mais par nous pour faire des rapports d'expertise ou pour l'accompagner. Donc il n'a plus ce souci-là de ressources aussi en temps, et aussi de partager la responsabilité de la réussite de ce projet et de la réussite de la maintenance. Ça, c'est très important. Le client n'est plus seul. Je vais en dire un peu plus du coup sur le dernier point qui est déchargé. On parle bien d'une charge. Les projets digitaux sont assez lourds à prendre en compte, surtout dans l'industrie des procédés, en fonction des structures. Et décharger en responsabilité, c'est un point important. On peut la partager ou, via le service, l'avoir exclusivement chez le fournisseur. Pour mieux avancer ensemble, c'est mieux que ce soit partagé, voilà, avoir un peu un entre-deux pour que les deux parties se sentent assez impliquées dans le projet pour qu'ils puissent avancer. Souvent, on parle de champions qui vont essayer de pousser ces projets. Par contre, une personne seule dans une entreprise qui doit faire face à différents services, différentes priorités, c'est assez difficile et du coup, il y a une certaine pression de réussite qui existe sur ces personnes-là. Et donc, la notion de service permet justement d'enlever ou au moins réduire cette pression de réussite pour mieux motiver en interne. Ça permet de dire, bah là, on se focalise sur réellement les besoins, ce qu'on souhaite accomplir dans une entreprise, et d'aller jusqu'au bout, creuser la technologie, essayer de mettre en place par rapport à ce besoin et un objectif clair. Plutôt se focaliser sur est-ce que mon projet va réussir ou pas. Et les échecs sont importants, mais en enlevant cette pression de réussite, on arrive à aller plus loin sur les projets. Donc au final, on a des solutions qui permettent de gagner en temps, par le temps de travail qui est réalisé pour répondre aux différentes alertes ou les notifications ou les rapports comme Franck vous l'a présenté. Un gain en argent aussi, parce qu'au final, c'est ça le but de la mise en place de ces solutions-là, c'est de gagner en argent. Et une solution modulable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Si on veut arrêter par les formules d'abonnement, on peut arrêter et d'avancer. Et donc, au final, on limite les risques, justement. Et on permet de franchir ce cap de la peur.
il y a une peur qui s'est instaurée dans l'industrie qui ne pousse pas à franchir. On a identifié des risques par rapport à ces solutions-là. La notion de as a service permet de justement accompagner le client et de franchir ce cap des risques pour justement accéder à des technologies innovantes et accélérer cette transition digitale. Et c'est ce que témoigne encore une fois donc notre client Titan, qui est un groupe cimentier, qui a mis en place la solution en premier lieu sur un de ses sites et ensuite qui a déployé plus loin sur 5 autres sites. Et il témoigne aussi de la collaboration avec les équipes Samson sur ce sujet-là. So what we succeeded to do is to have another, let's say, kid in the block that we have incorporated in this remote center the 2 US plants and the other plant that was in Europe, the first one. And then it was by accident that coronavirus happened, that we had already scheduled to implement this in 2 different plants. So with the team that we had in our corporate center and the team in the remote monitoring center, we had the opportunity to do a remote rollout in a really very low time. In 3 weeks, we did the 4th plant. In 2 weeks, we did the 5th one. Je vais reprendre juste le slide parce que c'est assez intéressant de voir un peu ce déploiement qui s'est créé petit à petit le long du projet. Là, il témoigne l'ajout ce qu'on appelle un Remote Monitoring Center. C'est un centre géré à distance, mais en collaboration avec les équipes sur site et qui est géré en tant que service. L'apparition de ce centre est apparue au bout du 3e site seulement, mais dès le début, ça avait été réfléchi justement pour essayer d'accélérer le déploiement au sein des entreprises. On peut aussi appliquer du coup ce schéma-là par rapport à ce qu'on présente aujourd'hui dès le début du projet pour essayer d'accompagner au mieux un client dès le début sur la mise en place de ces solutions. C'est avant tout une collaboration pour essayer d'arriver justement à, dans ce cas-là, un déploiement qui s'est même fait du coup pendant la pandémie où il y a le partage des équipes du terrain et aussi avec l'expertise extérieure par rapport à l'usine. Et donc, il y a bien sûr un partage de compétences de ce centre. Comme je vous ai dit, il explique les équipes pluridisciplinaires il y a un savoir-faire, donc nous chez Samson sur les vannes, admettons, mais si on se concentre sur d'autres équipements, les équipes du terrain sont mieux en maîtrise de ces compétences. Donc ça permet de grandir aussi et d'améliorer aussi les solutions qui sont proposées aux clients. Il y a aussi donc l'expertise qui est proposée grâce à ces compétences et on peut vraiment aller jusqu'au fond des problèmes pour éviter qu'ils ne se reproduisent par la suite. Donc voilà. Donc je vais terminer cette présentation en disant que c'est vraiment le as a service, c'est vraiment un moyen de mieux avancer ensemble. L'idée c'est qu'on va se détacher petit à petit de ce schéma de vendre un équipement à un client pour qu'il se débrouille par rapport à l'aspect, mais plutôt de, comme disait Franck, créer des partenariats et d'avancer ensemble sur des problématiques pour à la fois améliorer les solutions, mais améliorer aussi l'expérience client. On a identifié que l'humain est vraiment au centre de la problématique, il faut lui donner un sens à ce qu'il fait. Et il y a aussi donc on a identifié donc le temps et la charge, c'est vraiment un point sur lequel il faut travailler, libérer en temps les équipes et permettre de mieux gérer leurs charges via des services. Aussi apporter des compétences extérieures sur une problématique si on ne les a pas encore en interne. Je dis bien encore parce que c'est quelque chose qui se construit. Aussi cette fameuse pression de réussite sur les différents champions qui existent dans les entreprises qui veulent lancer le digital et qui ont aussi pour objectif de lancer des projets digitaux dans les entreprises. Et bien sûr, les ressources, ça revient sur le point du soutien hiérarchique où petit à petit, il faut construire le projet et ajouter les bonnes ressources au bon moment pour lancer un projet. Et nous, notre vision pour passer le cap, c'est de passer par des services pour réduire justement ces différents points-là. Je dis bien réduire parce qu'on ne pourra pas les lever immédiatement. Le but, c'est de construire le projet avec le client. Et pour nous, c'est pour ça que le modèle de as a service, c'est vraiment le meilleur moyen d'optimiser vos différents procédés et de mener ce changement culturel en entreprise. Donc on a quelques questions, c'est un workshop, on veut avoir un peu d'échange, donc on a des questions à vous poser, mais en premier temps, si vous avez des questions de votre côté, on est prêt à les répondre.
Pas de questions? On va poser nos questions du coup, ça risque de lancer un peu plus le sujet. Et après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On pourra vous voir sur le stand. Donc, Déjà, parmi vous, qui vient de l'industrie du process? Si vous pouviez lever la main pour qu'on sache à peu près quel est le public. Est-ce que dans vos entreprises, vous êtes sur des unités instrumentées ou est-ce que vous avez déjà déployé des solutions digitales, par exemple? Oui. Donc, par exemple, vous, qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème sur les... Ou est-ce que vous avez réussi votre implantation de solutions digitales? Ouais, bonjour. Le titre, c'était ML Machine Learning, c'est bien ça, hein? Oui. Hein, d'accord. Alors, sur le machine learning, on a eu quand même beaucoup de difficultés à trouver des cas d'usage. Autant suivre des capteurs, des paramètres, bon, ça se passe bien. Mais par contre, trouver suffisamment de données pour faire du machine learning, ça, c'est pas du tout évident. Et la première chose qu'on a, même si on veut se faire accompagner, c'est montrez-nous ce que vous avez. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a finalement pas grand-chose ou pas grand-chose de pertinent. Quand c'est pas montrez-vous tout ce que vous avez, vous nous le passez, puis on verra ce qu'on fait. Mais sauf qu'on travaille sur des données qui sont pas pertinentes non plus par rapport à ce qu'on recherche ou par rapport au process. vous êtes en quelle industrie? L'industrie, on fait des airbags. Ok. Je travaille chez Autoliv et on a 90 sites de par le monde. Avec beaucoup de lignes de fabrication, de tout style, des cartouches pyrotechniques, du textile, enfin pas mal de process. Ok. Et c'est vous qui souhaitez déployer du machine learning chez vous ou vous avez des solutions que vous souhaitez mettre en place? En fait, on a une équipe Artificial Intelligence, oui, on fait du machine learning, mais on est toujours confronté à la même chose. Même cette équipe en interne, si elle n'a pas de quoi se nourrir, nourrir les algorithmes, ça marche toujours pas. C'est ça. J'ai laissé Robin répondre, mais... Et on se retrouve à finalement avoir une gouvernance des données à mettre en place avec des données propres et puis d'abord qui existent. C'est clair que le premier pas, c'est ce qu'on disait au début de la présentation, c'est les données. Tout est là et le partage des données et des partages de données pertinentes. Donc nous, on a eu un petit peu, Robin va répondre là-dessus, ce souci-là pour notre plus belle des solutions qui couvre toute l'usine, c'est d'avoir suffisamment de data et d'historiennes pour justement avoir une analyse pertinente de l'usine et de l'installation. C'est justement pour ça qu'on a voulu aller vers cette solution-là, parce qu'on a remarqué que quand on se concentrait sur Nova même, il manquait de données, même si on arrive à faire de l'analyse prédictive, dès qu'on veut aller un peu plus loin pour essayer d'aller au fond des problématiques, il nous faut de la donnée, effectivement. C'est pour ça que la solution qu'on vous a présentée, où on essaye de tout couvrir, c'est d'avoir un maximum de données, justement, pour essayer d'interpréter et de relier les différents équipements, parce qu'il y a quelque chose qui se passe à un endroit, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas retrouver la cause à un autre endroit de l'usine. C'est là où c'est intéressant d'arroser un maximum d'équipements, et c'est là où on obtient plus de données. Nous, c'est la manière qu'on a cherché d'aller plus loin là-dessus, c'est en analysant l'ensemble d'une usine, parce que tous les équipements sont intéressants. Il y en a qui sont critiques, il y en a qui sont un peu moins critiques, mais ils sont tous liés sur un même process, et c'est ce qui est intéressant à ce niveau-là. Vous avez de la chance. Ouais. Parce que nous, ce qu'on a comme conclusion, c'est plutôt qu'il faut mettre beaucoup plus de capteurs, enrichir avec beaucoup plus de données. On vous confirme, par exemple, ne serait-ce qu'autour de la vanne, si on n'a que 4 données, par exemple, c'est-à-dire la grandeur régulée, admettons la consigne, la position de la vanne et son automanu, on va détecter relativement peu de problèmes, on n'aura pas assez de points. Si par contre on commence à avoir les pressions amont, pressions aval, type de fluide, on va pouvoir détecter de la cavitation. C'est déjà un peu plus intéressant, c'est destructeur. Donc en gros, avec peu de données, on a une analyse qui est déjà correcte, mais pas extraordinaire. Plus on a de données, plus l'analyse sera pointue. Et comme disait Robin, on pourra même relier des causes qui partent d'un endroit pour arriver à un autre endroit et dire le problème ne vient pas de cet endroit et de cette régulation-là, mais de la source. On pourra en discuter peut-être par la suite, ça peut être intéressant donc la première question, en levant la main,
Est-ce que vous préférez, donc s'il y a un service qui est mis en place au sein de vos entreprises, est-ce que vous préférez avoir une solution prise en charge complètement par le fournisseur, c'est-à-dire que ça vous décharge complètement avec le fournisseur réalise les différentes opérations, ou on est plutôt sur des solutions hybrides, donc soit le fournisseur fait une grande partie du travail et il y a une collaboration avec vos équipes, ou l'inverse, c'est plutôt vos équipes qui travaillent et le fournisseur reste en soutien pour vous soutenir. Donc, juste par lever de main, est-ce que vous préférez d'être complètement déchargé par rapport à vos solutions? Est-ce que c'est le cas? Non? Solution hybride fournisseur, ou c'est le fournisseur qui fait une grande partie du boulot et qui vous décharge? Ou une solution hybride client, où c'est surtout les équipes qui travaillent avec en arrière-plan le fournisseur qui permet d'apporter une solution? Ok. Donc vous aimez plus du coup avoir l'interaction de vos équipes et la prise en main sur le sujet, et plutôt avoir un soutien en cas de problème, on va dire, sur les installations. Ok, c'est intéressant. Très bien. Prochaine question, du coup, pour vous, le service a pour objectif vraiment d'utiliser les compétences d'un fournisseur extérieur, où vous déchargez en temps sur le temps de travail à réaliser par rapport aux différentes alertes ou les différentes interventions que vous devez faire, ou vous déchargez en responsabilité, c'est-à-dire revenir sur le sujet du partage de responsabilité en cas de problème par rapport à la solution même ou aux dégâts. Donc, pour utiliser les compétences extérieures. Est-ce que c'est ce qui vous intéresse chez le fournisseur? Ok. Compétences. Du temps? Est-ce que c'est... Ah, les deux, bien sûr, le temps et les compétences. Ok. Et au niveau du partage de responsabilité? Non? Non, c'est pas forcément un sujet. Ok. Très bien. Dernière question. Si vous aviez un logiciel d'analyse à installer, est-ce que vous préférez qu'il soit hébergé chez vous? Deuxième possibilité, chez le fournisseur, par exemple pour des causes de problèmes d'IT, tout simplement, ou alors pas de préférence. Donc, chez vous, chez le client. Ok. Chez le fournisseur, donc? Non. Plutôt chez vous. Okay. Et pas de préférence? Très bien. Très bien. Ok. Bon, bah, c'est tout pour nous pour les questions. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas. Là, hein, on est là pour ça. Ou sinon, vous pouvez nous retrouver pour nous poser des questions peut-être un peu plus ciblées. On est sur le stand E022 qui est juste à la sortie des portes là-bas au milieu. Donc, on serait ravis de vous rencontrer sur le sujet, discuter un peu plus des différentes solutions et de l'apport de service dans vos entreprises. Merci beaucoup pour votre attention en tout cas. C'est très gentil. Merci. Allez, bon salon, bonne continuation.